Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors je suis très content de te recevoir parce que tu es une des personnes les plus visibles parmi les Français en Russie et tu es peut-être un de ceux qui m'ont inspiré à venir à Moscou en particulier. J'aime bien commencer par une vidéo un peu provocante au début. Aujourd'hui, tu te sens davantage russe ou français? Je me sens. Si je suis en France ou en Europe, je me sens carrément vraiment beaucoup plus russe. Au global, en Russie, les gens que je fréquente russes me voient comme un Français, enfin un Français russifié. Au global, ça fait 15 ans que j'habite en Russie. Je Hmm. me sens un peu plus russe chaque année, un peu moins français chaque année. Ok. Parce que j'ai pensé à cette question parce que j'ai vu notamment ta réaction par rapport au football. Oui. Tu as supporté l'Argentine. Tu as eu beaucoup de mauvaises réactions à ce sujet. Alors j'ai non mais c'était une petite vidéo de provocation, mais en fait non, c'était sincère. Hmm. Oui oui, je fais partie de moi j'ai 45 ans, donc je fais partie des gens qu'on subi 1998 sur le plan politique, Hmm. où on a comme Black Blamber. ouais ça, et puis on a créé une légende, quoi. Donc c'était un peu excessif. Il y a les autres pays, quand ils gagnent une Coupe du Monde, ils commencent pas à parler de l'ethnicité de leurs joueurs. Enfin c'est malsain, quoi. Donc, soit tout le monde est français, soit tout le monde n'est pas français. Il faut insister sur le fait qu'il y en a qui sont plus ou moins français. Mais ça a été excessivement politisé sur le plan sociétal. Ça m'avait déplu, j'avais gardé ça en tête. Et puis là, en Hmm. plus, il y a un nouveau contexte qui est quand même le contexte que la France, malheureusement pour les Français, n'est plus un pays amical de la Russie. Quand on habite en Russie, on doit prendre ça en compte. Donc, j'étais surpris. C'est toujours marrant quand il y a la finale de football, il y a le patriotisme qui revient au galop, mais il est généralement pas là quand c'est pas du football. Donc, on m'a dit que j'étais pas patriote. Oui, je Hmm. comprends. Bah non, je suis peut-être patriote russe en fait. Ah, c'est vrai, après, quand on suit le foot, c'est vrai qu'on peut avoir un attachement à l'équipe nationale, même si on se sent pas toujours représenté, quoi. Oui, disons Mais que. là, je comprends, je Mais comprends. moi, je suis contre la politisation du Hmm. sport à la base. Par contre, puisque le sport a été politisé, alors il faut aller au bout du processus en fait. C'est ce que je Hmm. pense. Ok. Donc là, on voit que tu as un parcours qui a été assez loin en Russie au point où tu te sens vraiment russe. Tu as eu la nationalité russe. Est-ce que tu peux nous raconter les prémices de tout ça? J'ai vu que toi, tu viens de la région de Bordeaux, Ouais, c'est ça? alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai grandi en Afrique. De 0 à 18 ans, j'ai grandi au Congo. Pourquoi? Parce que mon père travaillait là-bas. Il était entrepreneur dans le privé, donc j'ai fait l'école française là-bas, j'ai passé le bac, et puis après, comme tous les Français qui passaient le bac là-bas, après on rentre en métropole pour faire des études. Et puis je faisais beaucoup de surf, donc je me suis mis à Bordeaux parce que c'est près de la mer. C'est réel, hein. Voilà. Et puis J'ai vu une photo sur ouais, Télécom. avec les cheveux longs et blonds. Ben, c'est Ah, ça, c'est vraiment moi. Donc voilà. Et puis finalement, de fil en aiguille, quand on surfe en Afrique, c'est pas pareil quand on surfe en France. Et voilà. Et puis j'ai étudié, je me suis baladé en 99. Il y a eu la guerre en Serbie. Pour une raison que je ne m'explique pas trop, je suis parti m'engager là-bas, faire de l'humanitaire, enfin m'engager dans l'humanitaire. Je suis allé en Serbie. En Serbie, j'ai découvert une forme de monde de l'Est, j'imagine, qui me plausiblement me convient plus sur le plan je- civilisationnel. La Serbie m'a ouvert à la Russie. Et donc, j'ai appris le serbe, je voulais rester en Serbie, ou m'installer en Serbie. Et puis, ouais. de facto, à Bordeaux, j'ai rencontré ma future épouse, qui est russe, mais qui a grandi en France aussi. On s'est installé ensemble. Et puis, elle avait son école de commerce. Moi, je travaillais pour la filiale d'un groupe international. Et puis, on a tenté le projet Russie, en fait, avec plutôt du succès. Voilà, on s'est installé en Russie ensemble. On a déménagé sans rien, avec une valise. Je parlais pas russe. J'avais 30 ans. Elle, Un peu de serbe, je parlais serbe. Ouais, bah, ça aide pas beaucoup hein, pour parler avec les Russes. Et à puis, comprendre un petit peu au début. euh, Ça, ouais, c'est le serbe, c'est du vieux slave en fait. Et ouais, c'est pas, on comprend un peu le russe, mais enfin en fait ça parasite pour apprendre le russe, paradoxalement. Maintenant que j'ai appris le russe, je parle plus serbe. Enfin, je le comprends vaguement quand je le lis, mais tout est parti profond. Voilà, donc avec, oui, parce qu'il y a moins de pratique aussi. Ouais. ouais, j'ai plus de pratique, c'est sûr. Voilà, donc on s'est Mais je installé. pense que ça aide à l'apprentissage au début. Ça fait des bases de slave, on comprend. Il y a des choses qui fonctionnent Ouais, je suis de assez, façon assez similaire. d'accord avec ça. Voilà, donc installé en Russie en 2008, voilà, on a reparti à zéro un petit peu. Hmm. Et puis, ça a marché. On a travaillé d'abord, puis on a monté une entreprise de recrutement qu'on a toujours, qui a maintenant 11 ans.
Atsal, donc tu as le cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. On travaille dans plusieurs directions, principalement avec les groupes étrangers. Et puis, on est membre de la chambre de commerce franco-russe. Et puis voilà, et puis moi je me suis marié avec ma femme, on a fait 2 enfants qui ont 10 ans et 8 ans, j'ai fait un permis de séjour, un permis de résidence et j'ai pris le passeport russe en 2016 par choix, voilà. Voilà, donc je suis prussien, hein, c'est marqué sur le t-shirt. Les Prussiens, c'est les Français qui ont pris le passeport russe, ils deviennent des Prussiens. Ok. Donc là, tu as fait un passage rapide. Mhm. Avant de monter ton entreprise de recrutement, tu avais une expérience dans le domaine? Tu l'as étudié? Alors, en Europe, en Des bases. France, avant de partir en Russie, je travaillais dans une PME qui a été Hmm. acquise par un gros groupe industriel. Donc j'avais une expérience assez, on va dire, transversale, un peu hélicoptère. Je faisais d'administratif, pardon, du commercial, de l'export. J'avais fait un peu de recrutement. J'avais commencé le recrutement. Et quand je suis arrivé en Russie, je voulais travailler dans les ressources humaines. Donc oui, les années où j'ai travaillé en Russie avant de monter mon entreprise, donc pendant près de 5 ans, Par le salariat au début. voilà, c'est par le salariat. Et je travaillais dans les ressources humaines pour des agences de recrutement. Donc j'ai pris 4 ans, 4 grosses années d'expérience en Russie dans ce secteur avant de me lancer en fait. Seulement 4 ans, Ok. mais voilà, j'avais identifié des problèmes dans le secteur, j'avais identifié des choses à faire et j'avais une idée de comment le faire à ma sauce et de le faire un peu différemment. C'est ce que j'ai fait. Ça a pas trop mal marché. Voilà, donc j'avais un projet en fait. Et tu penses que ça, c'est à nouveau réalisable pour un Français de venir travailler dans le recrutement sans parler russe au début? Alors non, non, ça l'est plus. Ce qui était faisable en 2008, 9, 10, 11, ne l'est plus 10 ans plus tard, ne l'est plus en 2020, alors ne l'était déjà plus trop en 2018, 19, ne l'a plus été avec le Covid, et il est encore moins maintenant avec l'opération spéciale en Ukraine. Mais au global, la tendance lourde, c'est que non, il y avait beaucoup plus de place et de choses que pouvaient faire des étrangers bosseurs, mais pas forcément des superstars, parce que le marché, il y a 12 ans, 15 ans en Russie, était beaucoup plus avait beaucoup plus de trous et de place pour tout le monde. Mais globalement, en 12-15 ans, la Russie, ça a beaucoup changé, ça s'est extrêmement rempli. Les Russes ont appris beaucoup, ils font beaucoup de choses maintenant. Donc il y a beaucoup moins de place pour les étrangers, ça c'est la première dynamique. Il y a beaucoup moins de place pour les étrangers, il faut vraiment des savoir-faire particuliers, des compétences à part, spéciales pour trouver sa place sur le marché de l'emploi en Russie. Se lancer à son compte en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Le contexte général, c'est la dynamique globale, plus le Covid, plus l'Ukraine. C'est vraiment resserré. Mais même sans l'Ukraine, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et globalement, sans parler russe, c'est quasiment plus possible. Non, la Russie s'est russifiée au point de vue identitaire, linguistique. Dans les groupes étrangers, on Ok. parlait qu'anglais, français. Maintenant, on parle russe. Moi, je recrute des cadres, des gens ou des techniciens qui doivent parler des langues étrangères pour travailler avec l'étranger. Non, même eux ont envie de switcher en russe dans les entretiens. Quelque chose, il y a une forme de russification profonde qui s'est implantée. Donc, ça implique de devoir mieux comprendre la Russie et les Russes pour pouvoir opérer efficacement dans le boulot. Et ça implique quand même de savoir parler suffisamment russe pour pouvoir opérer en russe. Donc, ce qui était faisable il y a 15 ans ne l'est plus aujourd'hui. Mhm. Ok. Parce que toi, à l'époque, tu parlais en anglais quand tu travaillais? Ouais, moi quand je suis arrivé en Russie, je parlais pas un mot de russe. J'ai fait 3 mois de cours à MGU, la fac, et puis ça s'arrêtait là. Ma femme parle en français couramment, on parlait en français à la maison parce qu'elle a vécu en France. Ah, d'accord. Ouais, J'allais poser la ouais, question. ouais, et donc on est des Prussiens qui vivons en langue française en Russie, mais nos enfants sont dans le système russe. Mais voilà, donc Donc les enfants parlent bien les deux langues, j'imagine. parfaitement, ouais, 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 ouais. Et puis sur Ouais, l'école publique, ils apprennent l'anglais et le chinois aussi. c'est l'avantage. Donc Ah ouais. ça va vite ce système-là. Donc non, quand je suis arrivé, je parlais pas un mot de russe, mais je travaillais dans un cabinet, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de recrutement international dans lequel la langue de travail était l'anglais et le français, et nos clients qui étaient des entreprises étrangères avaient comme langue de travail l'anglais en général pour les groupes internationaux ou pour les boîtes françaises, parfois même le français. Donc finalement, on opérait avec des candidats qui devaient parler anglais ou français, et donc Mhm. moi j'opérais professionnellement dans un monde où on parlait beaucoup anglais et français. Mais ce monde aujourd'hui, ces mêmes groupes étrangers ont un staff qui est beaucoup plus russifié, voire 100% russifié, et dans lequel la langue d'opération et de travail est devenue le russe. Mhm. Ok. Et
à l'époque, qu'est-ce que tu as vu comme opportunité pour te dire que tu pouvais le faire à ta sauce? Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Il y avait plusieurs choses. La première, c'est que le recrutement, c'est un métier très particulier. Ça implique d'avoir, pour faire du recrutement, beaucoup d'instinct, des grandes ressources en communication, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de créer du lien, du lien social, de discussion avec les gens. Ça implique de s'intéresser au pays pour comprendre les gens. Et moi, j'avais ça en moi, je pense. Et puis aussi, j'avais la sensation que voilà, c'est un métier il y a 15 ans en Russie, comme c'était des périodes de forte croissance, ben ça venait tout seul, quoi. Donc, tu montes une agence de recrutement, tu reçois des appels de clients pour te filer 10-15 000 euros pour recruter des candidats. Donc, Ouais, c'était cool. avec le marché. Il y avait le marché. Et donc, on va dire que des gens peu compétents opéraient bon gré mal gré sur ce marché-là. Et moi, j'avais tout un tas d'idées de process à mettre en place pour recruter de façon plus sérieuse. Et c'est bien tombé parce que quand finalement la Russie a changé d'écosystème économique après la première crise de 2009 et quand elle est rentrée dans la crise de 2014 où il y avait plus le marché, eh ben c'est les agences qui avaient des méthodes et des modes opératoires vraiment déterminés qui s'en sont sortis. Et les autres sont mortes. Mais elles sont mortes. Elles sont mortes rapidement. Elles n'ont pas su faire le switch, pas su s'adapter. Par conséquent, Y compris l'endroit où tu travaillais. ouais, ouais. Là, Ouais. il y a une autre question, c'est que il y a eu aussi l'âge du dirigeant, le fait qu'il n'était pas du secteur, le fait qu'il voulait partir de Russie. Bon, mais globalement, oui, cette agence est morte. Mm. Elle n'a pas survécu, elle n'a pas passé la crise. Et donc j'avais cette vision-là et voilà, j'avais une idée un peu nouvelle pour l'époque. C'était aussi d'appuyer sur ce qu'on appelle le marketing RH, qui était quelque chose d'inexistant en Russie, mais qui émergeait en Occident, au Canada notamment, et donc d'énormément communiquer vers les candidats et de brinder l'agence de recrutement comme étant quelque chose de friendly en fait. Et c'est ce qui est devenu Adsal, c'est devenu quelque chose d'assez friendly, très présent sur les réseaux sociaux. On est super Ouais. connu, paradoxalement, enfin les clients de contact en France qui me trouvent sur les réseaux sociaux. On est une agence qui a pris une grosse visibilité, on est une petite agence, mais qui a pris une grosse visibilité grâce au marketing que j'ai fait durant ces 10 dernières années. Donc ça, c'est quelque Ouais, chose ouais, qui c'est différencie. très visible. Ouais. Ouais, ça différencie énormément de ça les autres agences. Ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple parlant sur le fait que le marketing RH, ça parle. Et toute la communication qu'on a mis en place via des messengers, nous, on recrute par WhatsApp, on est contacté par Telegram. C'est assez spécial, il n'y a pas ça en France. Sur Tinder, non? Ah, alors, J'avais entendu. oui, sur Tinder, le recrutement se développe beaucoup parce qu'il y a énormément de profils rares qui sont sur Tinder, notamment dans l'IT. Et par conséquent, effectivement, on peut... une agence normale doit avoir une consultante jolie qui est sur Tinder et qui peut contacter des candidats. C'est les nouvelles, c'est le recrutement Ok. 3.0. Ouais, j'avais entendu ça dans Ah ouais, des c'est réel. Ouais, conférences. ouais. Ouais. Pour en revenir au début, tu as eu des difficultés malgré tout quand tu t'es lancé, même s'il y avait un gros marché. Les difficultés pour un entrepreneur dans un secteur d'activité d'entrepreneuriat où il y a besoin d'un bureau, en Russie, c'est le prix de l'immobilier commercial. Et à Moscou. C'est nécessaire, un bureau? Ah, c'est fondamental. Il y a... Il n'y avait pas d'IP à l'époque, le statut Alors, d'auto-entrepreneur. Ça l'IP, n'existait pas. l'IP, tu peux l'avoir. L'IP, tu peux l'avoir. Le statut d'IP, tu peux l'avoir. Mais malgré tout, une agence respectable dans la tête des clients, comme ça coûte de l'argent, ça doit forcément avoir un bureau. Hmm. Euh, Ok. et, un, Ah, dans ce sens-là, ouais. et un beau bureau. C'est comme une agence d'avocat. C'est que c'est un cabinet d'avocat avec un Ah oui. bureau bas de gamme, tu te dis les services vont pas suivre. Mais le recrutement, malheureusement, c'est pareil. Donc l'énorme difficulté pour un entrepreneur aujourd'hui dans le recrutement en Russie, en plus de trouver des clients maintenant, ça c'est le contexte, mais le contexte de fond, c'est le prix des bureaux. Et là, j'ai eu un coup de chance. En fait, j'étais membre de différentes petites associations d'entrepreneurs et j'ai adhéré. J'ai rencontré un entrepreneur français qui avait lancé ce qu'on appelle la MEF, la Maison des entrepreneurs français, et il faisait la colocation de bureaux pour les entrepreneurs français. Donc, je me suis glissé là-dedans. De fil en aiguille, les entreprises qui sont arrivées dans cet incubateur, ben, je recrutais pour elles. Et du coup, j'ai fait venir mes clients dans cet incubateur qui cherchait des bureaux aussi. Donc on a fédéré tout ça ensemble Ok. et ça a accompagné le développement d'Atsal en fait. La grosse difficulté, c'est sur le plan financier au début, c'est les bureaux. Après, se lancer, oui, se lancer quand on est tout seul en entrepreneuriat, c'est une sacrée expérience, hein.
globalement, c'est toujours la discussion qu'on a avec des gens qui travaillent, qui sont des cadres sup, qui sont stressés, qui bossent et qui disent j'en peux plus, je meurs. Et je leur dis, vous savez, moi je suis à mon compte, faut que je fasse mes contrats, faut que je fasse mon logo, faut que je fasse mon marketing, faut que je gère tout, faut que je fasse mes process, faut que je fasse face aux accidents. En fait, tu fais tout, tu touches à tout. Et tu le payes, c'est toi qui le payes si tu fais des Si erreurs. tu te trompes, c'est toi qui payes, tu casses ta réputation et ça se détruit très très vite. Donc tu as tout à bâtir tout seul. Et la grande leçon entrepreneuriat, c'est de passer, enfin c'est comme ça. Moi je me suis lancé pour plusieurs raisons. La première c'est que j'avais une vocation de faire à ma sauce. Et la deuxième c'est que je voulais sortir du statut d'esclave, d'employé, dans un sens. C'est pas mal d'être employé, mais voilà. Moi mon caractère c'était de faire indépendamment et qu'on me donne pas d'ordre. Et je voulais être à mon compte pour ça. Mais t'en payes le prix, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te retournes et puis tu regardes 10 ans derrière et tu te dis finalement, ça a marché, je gagne de l'argent, mais tu te dis, peut-être que mes 10 ans, ça a été 70% d'angoisse, d'inquiétude, de stress, de problèmes à résoudre. Donc, Il y a eu 20% d'orgasme pur, super, grosse facture, recrutement réussi, super candidat, client content, et t'as eu 10% en mode neutre. Mais t'es quand même toujours enfin, c'est la entrepreneur, volatilité. ouais, entrepreneur de petite taille, indépendant, obligé de faire du 380 degrés, dans un pays comme la Russie où tu fais face à des événements extérieurs majeurs permanents, des crises, des chutes du rouble, des guerres, des sanctions, et tu es et donc ton écosystème, il mute tous les 4 ans, on en change. Je veux dire, 2009, 2014, c'est plus pareil. 2014, J'allais demander 2020, l'impact de différentes crises. ah ben terrible. Donc, si tu veux, on peut faire le déroulé. Mais je veux dire, il faut savoir, non seulement il faut tout faire, il faut tout porter à bout de bras, il faut porter le stress et le risque, mais surtout, il faut savoir te réinventer à chaque fois. Les crises, ben écoutez, moi je vais te donner mon déroulé. Je suis arrivé en Russie, c'était Moscou, c'était 2008, bon, c'était le top. Je suis directement arrivé septembre 2008 sur la crise de 2009. Ça a changé quand même. Moi j'ai vu le début de la chute du rouble. J'ai vu La crise de 2009, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? la crise des subprimes américains a tapé la Les Russie. subprimes, ça c'était en 2007-2008. Non, non, Donc ça a 2008, tapé un peu plus 2009. tard. La crise, Sur les marchés. c'était début 2009 en Russie. L'économie s'est vachement arrêtée. Et à l'époque, on disait, si jamais l'euro il passe à 80 roubles et le baril à 20 dollars, c'est la fin de la Russie. Puis en 2022, on a largement fait ça et puis ensuite, c'est pas la fin de la Russie. Donc 2009, il y a une première crise. Moi, j'ai vu l'économie qui a vraiment été super impactée. Moscou était vide, les restaurants étaient vides, c'était terrible. Plus d'appels clients, 9 mois à l'arrêt. Mais vraiment l'économie à l'arrêt. Ouais, Et ce qu'on n'a même pas connu l'année dernière. ah non, 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 mais c'était vachement plus grave. Après, ça a redémarré, mais plus lentement, sous des rythmes de croissance de 3%. Et puis, on a fait 2010, 11, 12, 13. Et puis, 2014, 2015, on a eu la Crimée, Crimée. le début de l'histoire romantique avec l'Ukraine. Et là, ça a accéléré la chute du rouble, ça a accéléré la désexpatisation des boîtes étrangères, ça a accéléré la russification, ça a accéléré le divorce. En 2020, il y a eu le Covid. Bon, ça a été compliqué en Russie, le Covid, parce que on n'a pas été enfermé contrairement à l'Europe et l'Asie. Donc, ça a été plus simple pour les gens. Mais globalement, le pays a été fermé et donc il n'y avait pas d'avion, etc. Donc ça a été encore plus compliqué. Il a fallu faire face. On a eu un arrêt de l'activité complètement. Et puis là, 2022, bon, alors là, on fait face. J'avais fait tous les scénarios possibles, scénario bas, médian et haut. J'ai toujours 3 scénarios quand je tacle l'année. Mais j'avoue que celui-là, je l'avais pas vu venir. Là, faire face à ça quand t'es entrepreneur, c'est vachement compliqué. Avec malgré tout un rouble qui s'est bien renforcé. Alors, un rouble qui s'est renforcé. Ça se rééquilibre là. Ouais, un rouble qui s'est renforcé de facto. Pourquoi? Parce que la Russie exportait beaucoup d'énergie, n'a rien importé. Donc la balance commerciale, c'est déréglé. Et puis, et ça, c'est un bon indicateur de la solidité de l'économie russe, hein. Puisque tout le monde pensait l'inverse. Tout le monde s'est gouré en fait. Ouais. Mais voilà, quand même, pour nous, notre segment de travail sur un des segments de travail qui est le recrutement pour les boîtes étrangères européennes, 2022 a été une année difficile. Alors on a fait du remplacement, on a bossé avec des boîtes chinoises, il y a eu tout un tas de switch, de transferts qui ont été faits. On a passé 2022 assez bien, mieux que je pensais. On a moins eu de baisse de chiffre d'affaires pour le Covid, un truc juste ahurissant. Mais voilà, reste à voir 2023, nul ne peut prédire l'avenir, donc on va voir. Mais voilà, les crises ont toutes été impactantes. Moi, ce que je vois, c'est chaque crise, c'est un peu plus de russification, un peu plus de séparation avec l'Europe,
un peu plus de roubles qui baissent. Là, il a remonté depuis cette année, mais je veux dire, les 15 précédentes années, le rouble baissait de façon continue. Ouais, dans Euh, 65, 70, c'était assez fort. oui, c'est ça. Donc là, on est à 74 aujourd'hui, hein, 73, donc Mm. il a quand même rebaissé un peu. Mais voilà, Ouais, pas de tout repos. non, entrepreneur en Russie, petit entrepreneur en Russie, on va dire, micro-entrepreneur en Russie, auto-entrepreneur en Russie, c'est une expérience. Il faut avoir quand même, je pense, beaucoup d'énergie, une capacité de faire face au stress et vraiment des capacités d'analyse globale parce que les choses changent très très vite, l'écosystème change très vite, l'économie change très vite, tout change en fait. Mm. Et les gens, les mœurs changent, Et, faut toujours s'adapter quoi. mm. Et tu parlais des Chinois, tu commences à voir cette transposition ou comment dire, ce remplacement du marché européen vers le marché chinois, Ah oui, oui, oui. concrètement. Il y a des boîtes chinoises nombreuses qui arrivent. Il y a des organismes qui accompagnent les boîtes chinoises en Russie qui se créent. Il y a des prestataires de services, notamment juridiques chinois, qui rentrent sur le marché pour accompagner les boîtes Ah, chinoises en Russie. Donc il y a un vrai écosystème chinois qui se développe. Les deux nations qui rentrent le plus en force, c'est les Chinois et les Turcs. Mais ah oui, les Turcs aussi. ah Ouais. oui, les Turcs. Alors Mm. là, les Turcs c'est un visage découvert. Les Chinois c'est un peu un visage un peu plus couvert par des boîtes Dans secondaires. quel sens? C'est pas les grands Ah, noms, ok. ouais. Les grands noms jouent en mode prudence, mais il y a des boîtes secondaires ou plus inconnues qui elles arrivent en force. C'est très intelligent tactiquement, mais oui, oui, je vois. Moi, j'ai travaillé pour des boîtes chinoises là dans différents secteurs et j'en ai fait des recrutements pour des groupes chinois. Donc oui, oui, c'est en train de basculer. Les places vont être prises. Il y a l'automobile principalement avec les Chinois, mais pas seulement. Il y a aussi la biopharmacie, il y a de la génétique, les compléments alimentaires pour les animaux, etc. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les Chinois rentrent. Mm. C'est des secteurs avec lesquels tu travailles? Je Oui. pensais que tu étais majoritairement dans l'IT. Non, non, non. C'est assez diversifié. On est déjà assez généraliste. Mm. L'IT, on continue. L'IT, c'est 25% de notre chiffre d'affaires à peu près. Mm. Mais sinon, c'est plutôt l'industrie, ouais. Et comment tu vois l'IT d'ailleurs en Russie? Parce que Yandex, c'est assez fort, mais au final, est-ce qu'ils font pas plutôt de la copie de Google? Est-ce qu'ils sont à la traîne ou est-ce que tu vois ça dans mon œil? Yandex a été créé un an avant Google, hein. Faut quand même se rappeler. Hmm. Je crois que c'est 97 et 98 Google. 97 Yandex, 98 Google. Mais c'est un an avant Yandex, c'est incroyable. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Il y en avait d'autres à l'époque, ouais. Il y avait Yahoo, il devait y en avoir d'autres oui, sur les moteurs de recherche. bah oui, qui existait, oui. Mais voilà, si on parle de ces deux-là, c'est ça. Après, après, bah, l'IT en Russie, je crois que 50% des hackers du monde, c'est des Russes ou des russophones, donc il y a une vraie compétence. Le problème du marché pour les candidats, c'est qu'il y a énormément de très bons développeurs russes qui ont appris malheureusement sur le tas, ils n'ont pas fait d'études. Ça, c'est un énorme problème du marché russe. Il y a la moitié des développeurs qu'on recrute nous, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études. Ils se sont fait autre chose et ils se sont mis à développer après. Donc il manque une forme de base. Euh, C'est un choix de reconversion. voilà, exactement. Notamment beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de développeuses russes femmes. C'est j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, Qui font du front-end surtout. exactement. Exactement. Bah, c'est pratique. Ma copine d'ailleurs ouais, elle fait ça aussi. Ouais. Elle a étudié l'histoire, elle est designer web. Ben voilà. C'est ça. L'avantage pour une femme seule, c'est qu'elle peut bosser à la maison, donc elle peut être avec son gamin et gérer ses horaires. Ça, c'est vraiment supra souple. Mm. Donc ça, c'est le premier problème. Mais globalement, il y a beaucoup de développeurs. Il y a une grande culture des développeurs russes à bosser pour des groupes étrangers. C'était le cas avant l'opération spéciale. Euh, Ah, c'est la rue vers l'or, ça, ouais. C'est les grosses boîtes qui payent oui, bien. c'était. Et là, beaucoup ont été délocalisés et splittés en Eurasie pour pouvoir continuer à travailler. Après, pour l'IT russe, ben, la Russie, c'est un pays qui a beaucoup digitalisé son économie et beaucoup digitalisé la relation avec l'État et du citoyen, notamment avec des plateformes comme les services publics russes, Gosuslugi, où tu peux tout faire en ligne. Mm. Ça, là, je veux dire, il n'y a pas d'équivalent en Europe, hein. Peut-être dans les États baltes et encore. En Estonie, non? Ouais, dans les En États Estonie, baltes. c'est réputé pour ça. Mais je veux dire, par exemple, tu vois, mes enfants sont à l'école. Euh, bon, bah, j'ai ma plateforme Mèche d'éducation des enfants. Je sais à quelle heure ils badge, je sais ce qu'ils mangent, j'ai les notes, j'ai les devoirs pour le lendemain, j'ai tout en ligne, je reçois en instantané. Tu peux envoyer des messages, tu peux faire ton carnet de santé en ligne, tu crées ton arbre généalogique familial toi-même en ligne, tu peux uploader des documents, downloader, ouvrir l'accès à des médecins. Donc, tu as un tas de trucs très digitalisés. Donc, la vie est en train de s'ultra digitaliser en Russie et ils l'ont fait pour deux raisons. La première, c'est lutter contre la corruption et la deuxième, c'est pour optimiser fiscalement. Confère Gossuslugi qui avait été lancé, je crois que de la station spatiale russe.
pour montrer on pouvait payer ses impôts de l'espace. Ok. C'est un truc de fou. Donc C'est de la communication, ça. ouais, ouais. Non, mais voilà, dans l'esprit. Donc globalement, c'est Ouais. très digitalisé. Et ça, c'est bien. Moi, ça me plaît, ça me Et au va. niveau des boîtes, ouais, au niveau des boîtes du secteur, t'as de l'innovation, ça avance vite. Euh, déjà au niveau de l'État, ça avance vite, c'est important. Et au niveau des Mm. entreprises, moi, je suis assez satisfait. Nous, on était chez Gmail pour la gestion de nos boîtes mail d'entreprise. On est passé Mm. sur Yandex. Et Mm. franchement, je suis assez Ouais, fan. ça marche bien. J'étais assez fan de Gmail. Mais Yandex, je suis très satisfait. Le service client, la capacité de réponse du chat est bien plus développée que sur le chat stupide de Gmail. Il y a un service client joignable. Ça va très vite, c'est assez fluide. Il n'y a pas de limite d'espace. Donc non, non, il y a quand même la boîte mail Gmail, Yandex, pardon, si on compare, elle est super. Ok. Moi, j'ai remarqué aussi que Yandex Yeda était peut-être en avance sur Uber en France, par exemple. Oui. Mais j'ai pas vécu à Paris, donc c'est difficile à comparer. Mais, Bon, c'est disons, une impression que j'avais. c'est Pendant le Covid, en tout cas, ça s'est accéléré. ah oui, disons que tout ce qui est service de livraison, les Russes sont très en avance sur les pays européens. On est plus proche de l'Asie, des grandes villes asiatiques. Mm. Globalement, sur tout un tas d'aspects, à Moscou, moi, je me sens plus proche de la vie de citoyens asiatiques, de grandes villes asiatiques modernes, développées, digitales, que de villes européennes à la ramasse, à la traîne, qui sont pas Ouais, modernes. ça a l'air plus moderne. Ouais, ouais, qui sont Ouais. peu modernes. Il n'y a pas le wifi dans le métro. Moi, j'habite dans le centre de Ouais, Moscou. Il y a des tout paraît plus vieux. Tout paraît plus vieux. J'habite dans le centre de Moscou. T'as le wifi dans la rue. Ah, dans la rue, ça a été fait Ouais, maintenant? ils ont des spots maintenant. Il y a plusieurs lieux. Et Ok. tu vas au monastère Novospasskia Taganskaya, par exemple, où j'habite. Et ben, t'as le wifi de la ville maintenant. C'est quand même top pour les gens qui sont dehors. Tu te connectes, quoi. Mm. Ouais, ça posait problème de sécurité après. Ah, il y a mille Mais, problèmes, ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire, voilà, ouais. c'est quand même, Mais ouais, c'est bien développé. ouais, c'est très développé. C'est très digital. Je me souviens, il y a 12 ans ou 13 ans, quand j'allais à Petrozavodsk en Carélie, c'est une petite ville, euh, il y avait déjà le Wi-Fi dans des restaurants. Et on parle d'une ville de Mm. 220 000 Même habitants là-bas. dans le nord de la rue. Il y a 900 bornes au nord de Moscou, quoi. Donc c'est quand même, ils sont quand même là-dessus, ils sont quand même là-dessus, ils sont technophiles, en fait. Mm. Ok. Et tu parlais de la finance. Quels sont les avantages pour ceux qui ne connaissent pas à entreprendre en Russie? C'est quand même des taux beaucoup plus faibles. Enfin, Alors, c'est pas difficile. non, bah, c'est pas difficile. Ouvrir une boîte, c'est facile, concrètement. Même si on n'est pas résident fiscal russe à la base, Oui. si on est étranger. Ouais, tu peux être non. Il me semblait qu'il fallait un PDG russe ou Ah, s'associer à un russe alors, nécessairement. ouvrir une entreprise en général est assez facile et rapide en Russie. Les taux d'imposition de 6 à 15% libératoires sur le chiffre d'affaires sont très avantageux. Et oui, si tu n'es pas résident euh, russe, tu dois avoir le temps que tu deviennes ou pas résident un DG Dans le provisoire. sens Si tu veux avoir un titre de visa, séjour. voilà, tu vas avoir un Mm. visa de travail VKS pour être DG de ton entreprise. Le temps que tu l'obtiennes, il te faut pendant 2 3 mois un DG russe. Après, si tu ne veux pas être DG de ton entreprise, que tu sois résident ou pas, tu dois avoir un DG de toute façon de ton entreprise. Et généralement, ils vont me prendre un russe, évidemment. Ouais. Donc, mais bon, ça c'est un non-problème. La DG en Russie, c'est facile à trouver. Des agences le font. T'as beaucoup de gens qui le font. Mm. C'est pas compliqué d'avoir un DG nominatif russe. C'est légal et Ok. ça coûte pas cher. Donc C'est non, cool. l'entreprise, la seule difficulté, c'est la comptabilité russe qu'il faut sous-traiter. Mais si tu es en version équivalent SARL qui est low, il te faut un comptable. Si tu es en version auto-entreprise IP, la compta est beaucoup plus simple à gérer. Bon, pour la déclaration d'impôt, il vaut mieux faire bosser une comptable. Mais aujourd'hui, la gestion comptable d'une IP à Moscou avec un employé, c'est 50 balles par mois, quoi. Et on peut tout, c'est Ah 3 ouais, 000 roubles, donc ok. 4 000, 2 000 roubles, donc c'est pas cher. C'est moins cher que l'URSSAF. Enfin, ça dépend des chiffres d'affaires. Bon, oui, non, mais Ok. c'est beaucoup plus, c'est quand même, tout est beaucoup plus, oxygéné en Russie qu'en France sur ce plan-là. Mm. C'est plus, d'ailleurs, ils ont créé récemment le statut de samozaniatny, qui est le statut de, pas qu'on peut le traduire, de travailleur libre, qui va pour les Russes ou les étrangers résidents en permis de séjour ou de résidence. Et donc là, tu es limité à 2 400 000 roubles à l'année, je crois. Donc 200 000 roubles par mois, ce qui fait C'est comme les auto-entrepreneurs en un peu France. moins de 3 000 euros. Je sais Mais plus. là, c'est encore plus simple.
C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas de bureau physique, tout est uniquement par une application en ligne sur laquelle tu t'enregistres d'un point de vue fiscal, tu émets une facture qui est un PDF avec un QR code que tu envoies à ton client et il te paye par virement sur ton compte ou par téléphone. Parce qu'en Russie, on peut recevoir de l'argent par téléphone qui est relié au compte en banque, ça Ah, c'est bien simple. sûr. Donc tous les gens qui sont Samozeniatni, ils n'ont pas de comptable, ils n'ont pas d'URSSAF, ils n'ont pas de bureau physique où ils vont se faire emmerder par l'administration, tout est en ligne. Et ta déclaration d'impôt, ton paiement d'impôt est volontaire. Alors, tu es censé le faire parce que sinon tu peux te mettre en tort, Volontaire. mais c'est volontaire. Et là, les taux d'imposition, c'est 6% pour ce que tu factures à une entreprise, à une personne morale, ou 3% pour ce que tu factures à une personne physique. Donc, ça reste quand même des taux d'imposition pour dormir tranquillement qui sont très faibles. Et j'ai lu qu'en Russie, je crois qu'il y a maintenant près de 7 millions de Russes, près de 7 millions de Russes qui sont Samozeniatni, c'est 10% c'est 10% des actifs du pays, ils sont 70 millions à peu près. Donc à Moscou, je crois que c'est 20% des actifs qui ont maintenant un statut Samozeniatni. Donc ça c'est ultra développé. Donc ça c'est pas mal parce que ça légalise une partie des revenus qui étaient au black avant. Il y a 30% de l'économie est au Ouais. black selon les estimations. Mais surtout, ça incite les gens à se responsabiliser, à cultiver une culture d'entrepreneuriat où tu factures, tu payes tes impôts, tu dois te mettre à jour, tu dois t'auto-gérer en fait. Donc non, il y a vraiment des statuts supra-agréables, faciles. 3 000 euros, c'est peut-être pas colossal pour Moscou, mais enfin, dans une ville de province, 200 000 roubles par mois, ça fait du pognon. Mm. Ah oui. C'est comme si en France, C'est- quelqu'un disait c'est 6 000 à 7 000 euros par mois, et puis vous êtes à 3% d'impôt libératoire. Bon, c'est le bonheur, hein? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas mal. Ah oui. Et tout ça, tu l'as vu évoluer. On parlait notamment de Medvedev qui était plutôt libéral. Ça a donné un coup d'accélérateur vers la libéralisation. Je sais pas. Est-ce que tu as vu? Non, moi je crois pas. De toute façon, Pas Medvedev, spécialement. Medvedev depuis le 25 février 2022, il s'avère moins libéral que prévu, hein. Si on, Ouais, si, après, c'était sur des questions géopolitiques, ça. Ouais, mais enfin, voilà. Cette tendance lourde, elle est présente dans l'administration. Elle a été initiée beaucoup par Mishustin, l'actuel Premier ministre, qui à l'époque était le directeur du centre des impôts. Euh, et c'est de là que vient la grande, c'est de lui en grande partie, je pense, que vient l'émanation digitalisante. Mais Medvedev a sans doute contribué aussi, mais bah, c'est une affaire de génération, je pense. Il est beaucoup plus jeune que Poutine, c'est une affaire de génération. Il y a une génération à 60 plus qui est pas digitale, où qu'elle soit, ou rarement digitale, et puis les gens qui ont moins de 50, bah, ils sont de facto beaucoup plus Oui, ça. digitaux, pardon. Mm. Donc il y a aussi C'est un pas effet de faux. génération, je pense, qui joue principalement plus que de personnalité en fait. Mm. Ok. Euh, pour en revenir au début, tu parlais une des premières difficultés, c'était l'immobilier, donc le coût de l'immobilier. Beaucoup des Tu as eu bureaux. accès facilement au levier. Tu as acheté, tu as loué, comment tu t'es débrouillé? Ben non, l'immobilier. Ah ben non, tu étais en coworking au début. Oui, après j'ai pris mes bureaux. L'immobilier Mm. commercial, non, j'ai pas acheté. Dieu merci, j'ai loué. Mais bah non, pour louer, il faut de l'argent, donc il faut facturer. Alors évidemment, quand tu payes 6% d'impôt, tu génères de la marge. Donc, Ouais. mais c'est toujours pareil. Oui, donc pas d'effet de levier, pas d'emprunt, t'as pas eu besoin de tout ça. Ouais. J'ai réussi à m'en passer. J'ai commencé par un tout petit bureau, puis après j'ai agrandi. Et puis au pic, on avait 6 emplois. On était 7 à Hatsal avec. On avait un bureau, le plus grand bureau qu'on ait eu, il devait faire 85 mètres carrés. Donc 80 mètres carrés. Donc voilà, j'ai toujours payé mes loyers. Mais enfin, voilà, sur 10 ans de loyer d'Hatsal, j'aurais pu acheter des appartements à Moscou avec. Donc c'est beaucoup, Et beaucoup d'argent. toujours propriétaire, toujours locataire à salle. Hatsal, on est toujours locataire, on est à la chambre de commerce aujourd'hui. Oui, mais Ok. je compte pas acheter de bureau pour Hatsal, c'est pas un projet. Je pense que c'est pas stratégique. Il y a peu de petits bureaux à acheter. C'est des grands espaces qui sont disponibles pour l'achat à Moscou. Les petits espaces sont hors de prix et généralement ils sont insérés Ok, dans ouais. d'autres espaces, donc t'es coincé en fait. Hmm. Voilà, donc non, non. Pour les bureaux, on restera en location pour l'entreprise. Ouais. C'est aussi plus souple. Hmm, je vois. J'ai noté aussi j'ai regardé un peu ton LinkedIn. Mhm. Je savais pas que tu faisais du recrutement de gouverneurs, une espèce de side business. Alors c'est un side business, oui, d'Atsal qui s'appelle Atsal Family. En fait, c'est quoi l'activité? Alors on l'a fait un peu moins maintenant. Mais à l'époque, on avait accidentellement rencontré des gouverneurs qui travaillaient dans des familles et donc on avait constitué un pool de familles
ce qu'on appelle en France les oligarques. Donc des gens qui étaient J'ai fait un peu ce travail aussi. ah ben voilà, C'est particulier. oui, Ouais. dans l'industrie, dans le showbiz et le sport, et on recrutait pour eux des précepteurs en fait, qui avaient pour vocation d'éduquer les enfants, de transmettre la langue et la culture d'un pays. Alors c'était principalement l'Angleterre et la France. Et après, on a eu des demandes un peu plus exotiques. On a eu des demandes d'Amérique du Sud, d'Espagnols. On a eu des demandes de Chinois, de Chinoiseux. C'était Ouais, j'en vois passer très parfois. compliqué parce que les gouverneurs et les gouverneurs, souvent, qui sont full-time des familles, dorment là-bas. Alors pour faire dormir une Chinoise dans la famille, culturellement, ça se fait pas. Ils préfèrent dormir 3 heures, partir tard le soir, revenir le matin tôt. Mais Mm. culturellement, voilà, c'était assez des choses culturelles. Mais voilà, on a fait ça. C'était un side business, effectivement. Ouais. Bah, le core business, c'est le recrutement pour les entreprises étrangères. Le deuxième core business, c'est le portage salarial, c'est-à-dire qu'on embauche des employés russes pour des boîtes qui n'ont pas de structure ici, on les porte et on les manage, on les recrute, on les porte et on les manage. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Effectivement, on a ce side business un petit peu de gouverneur, mais qui est assez maigre maintenant. Et puis, moi, j'ai lancé en 2015, j'ai eu des demandes pour déménager en Russie, d'accompagnement. J'ai commencé à lancer un module qui s'appelle Ruspatriation, que j'ai développé surtout sur 2021. Ça a eu des demandes en fait en 2020 après le Covid. Beaucoup de Français qui ont été confinés 300 jours dans l'année, ils ont voulu quitter la France. En fait, c'est curieux. Mais voilà, en 2015, j'ai ruspatrié mon premier Français retraité, qui est toujours à Irkoutsk, en Vidna Ok. Jitelstva, qui a appris le russe et la sculpture et qui expose maintenant, qui sculpte et qui expose à Irkoutsk. C'est un truc incroyable, une histoire incroyable. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, et puis en 2020-2021, j'ai développé le module et j'ai accompagné près de 70 personnes fin 2021. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont ouvert des comptes en banque. Il y a des gens qui sont installés en Russie, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Krasnodar, en province, pas de Moscou, enfin en région de Moscou. Donc j'ai vraiment commencé à installer beaucoup de gens. Là, j'ai encore des gens qui viennent. Cette année, j'ai eu encore plein de visites de Russes patriés qui sont venus faire un premier saut en Russie, ouvrir des comptes en banque, commencer à visiter, etc., à réfléchir à s'installer et comment s'installer. Donc Ruspatriation, ça se développe. Et c'est pour ça que Mm. j'ai développé un canal Telegram, donc Alexandre Frucien, et une chaîne YouTube, pareil, la chaîne du Frucien, Ouais. sur lequel On mettra les liens. Ouais. avec grand plaisir, merci, sur lequel j'expose la Russie aujourd'hui par des photos, des commentaires, des stats. Et puis sur la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 15 jours seulement, je vais faire une vidéo par semaine en moyenne cette année, j'espère, tenir le rythme, et parler de la Russie, présenter la Russie. Alors moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut commencer par Moscou quand on arrive de l'étranger, de Moscou, Saint-Pétersbourg ou Krasnodar, enfin une grande ville. C'est plus facile. Ouais. Oui, c'est plus Surtout facile, Moscou. voilà, avec des repères, avec des capacités, une ville qui a des capacités d'intégration économique de la personne peut trouver du boulot dans l'éducation, dans l'industrie, je sais pas, mais on peut bosser et on peut avoir un salaire. Parce qu'en province, enfin, un autre sujet, mais les salaires sont bas. Et quand vous êtes étranger, que vous vivez à l'étranger comme un étranger en Russie, sans appui, sans backup, sans belle famille, sans etc. Il faut commencer tout à zéro avec un salaire local en province, c'est vachement compliqué, quoi. Faut pas se Et cacher. ouais, faut prévoir la santé, les Non, allers-retours, mais qui sont beaucoup plus chers il y a maintenant. plein de frais annexes pour un étranger qu'il n'y a pas. Il y a le réflexe alimentaire, l'alcool est très cher en Russie, donc il y a plein de choses qui sont beaucoup plus chères. Par conséquent, moi je pense qu'il faut passer par le sas de décompression, d'intégration que sont des villes comme Moscou, Saint-Pét, plausiblement Krasnodar aussi maintenant. Il y a une trentaine de Français installés maintenant, hein. C'est une vraie communauté des À Frussiens. Krasnodar, ouais. Ah ouais, Il y a une grosse mode ouais, ouais, depuis quelques années. exactement. Mais il y avait des usines françaises, donc il y avait des cadres, et maintenant il y a des gens qui s'installent. Donc il y a une deuxième couche. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer par ça de façon à se russifier, à prendre en main l'écosystème russe, à comprendre les dynamismes du pays, enfin les dynamiques du pays et la langue à minima, et en fonction de ça, se projeter sur d'autres villes, voir est-ce que c'est gérable et vivable. Mais les grands problèmes, c'est l'immobilier qui coûte cher dans les grandes villes, et d'apprendre le russe, bien sûr, et de trouver une activité économique. Et l'activité économique pour les Ouais. étrangers, elle est quand même concentrée dans les grosses villes, surtout après 2022. Mm. Et cette idée de ruspatriation, ça t'est venu comment? Tu as vu une opportunité, ça te plaisait, tu as eu des demandes en amont On, pour faire ça? on va se parler cash. Moi, je me suis intégré tout seul en Russie. J'ai tout fait tout seul. Ma femme est arrivée de France. Elle Mm. avait vécu 15 ans en France. On est arrivé. Certes, elle parlait russe, mais on était étrangers. Elle était super étrangère. Elle est de Petrozavodsk, mon épouse. C'est Ouais, une Karel. Donc on n'a pas de. provincial. Ouais, ouais. Mais dans le bon sens du terme, on n'a pas de backup à Moscou. La Carélie, c'est très Ouais. connecté sur la Finlande. On n'avait pas de backup à Moscou. On s'est pointé ici à Mm. zéro, avec pas d'argent.
beaucoup. On avait nos familles, mais enfin voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas de travail, on n'avait pas de réseau. Moi, je parlais pas russe, je connaissais personne. Donc, on a tout fait à zéro. Mais tout, dans le sens que tu as des choses que tu vois pas, que tu fais pas au bon moment, tu te trompes, tu fais des erreurs, tu vas dans une mauvaise direction, tu t'aperçois qu'il fallait pas, tu t'aperçois que t'as pas fait ça alors qu'il fallait faire ça. Tu as toute la partie administrative, comment tu fais. C'est compliqué, ça a pas l'air, mais c'est compliqué. Oui, c'est un L'enregistrement. millefeuille. Ah non, mais Ouais. c'est un brouillard complet. Et aujourd'hui, il y a des canaux Telegram, il y a des sites, c'est public, mais moi en 2008, il y avait rien. Hein. Pour trouver de l'info, il y avait un forum Mm. avec moitié de gens qui racontaient n'importe quoi. Donc j'ai tout fait tout seul. Et j'en ai un souvenir ému d'intégration, tu vois, d'effort. Et je me suis dit, mais les gens qui arrivent comme ça, il faut les aider en fait. Et donc, quand j'ai eu des demandes de gens de profil, mais X, Y, Z, vraiment, sur le fait de s'installer en Russie, je me suis dit, non, mais toi, tu vas te casser les dents. Euh, Toi, ton projet, c'est ça, mais non, mais pas du tout. C'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, je me suis dit, je vais mettre une expatriation en place pour aider les gens, les conseiller. Mais il y a des gens que je déconseille de venir en Russie, en fait. J'ai sauvé des vies en 2020. Il y avait des gens qui voulaient investir dans la politique, tu avais des gens qui voulaient se lancer dans l'écologie. T'as des gens, Investir dans la politique en Russie. oui, Comment? oui. En finançant un candidat? Non, non, Comment mais ils voulaient j'ai investir? eu des projets XYZ. C'est-à-dire, c'est que tu as des gens qui seraient venus Ah ouais. perdre le peu d'argent qu'ils ont. Et Mm. t'as des gens qui veulent s'installer dans des coins où c'est invivable. J'ai eu, moi, des gens qui m'ont parlé de Ah, beaucoup Vorkuta. d'idéalisation. Non, mais Ah, Vorkuta, oui, il y a eu la c'était mode à une la époque fameuse vidéo de de GouVHD, ça. Ouais, GouVHD. GouVHD avait Non, fait mais de bonnes vidéos ça fait du là-dessus. Ouais. dégât. Moi, j'ai quand même des gens qui m'ont dit, ça vaut le coup d'aller acheter l'IMO à Vorkuta. Je leur ai dit, le plus simple, c'est d'aller voir à Vorkuta en hiver comment c'est. Voir le dynamisme de la ville. Mais voilà, donc, j'ai fait de la chirurgie, c'est-à-dire que j'ai aidé des gens, j'ai tenté de conseiller des gens, j'ai pas vendu du rêve, c'est pas le but. C'est dur de venir en Russie aujourd'hui. La Russie, c'est dur pour les étrangers aujourd'hui. C'est hyper dur de trouver sa place économique, de faire son trou. Euh, Ils ont de moins en moins besoin des Européens. Le rêve européen est évaporé. Le divorce est consommé. Et donc, quand tu as divorcé et il faut reconstruire une relation, bah, c'est pas facile. Il faut y aller pas par pas. Il faut y aller en mode chaque zachagom, comme on dit en russe, tu vois, pas par pas. Il faut y aller Ouais, doucement, pas par pas. reprendre le temps de se connaître, de se comprendre. Mais le truc, c'est que si les Russes ont bien compris les Européens ne comprennent pas la Russie d'aujourd'hui parce que, de toute façon, les infos disponibles sur la Russie d'aujourd'hui sont Ah oui. vérolées. Et moi, c'est pour ça que je fais Mm. mon canal Telegram et que je vais faire cette chaîne YouTube où je vais parler de la Russie. Mais je vais le faire de façon vraiment cash, sans tabou et sans politiquement correct. Mais l'idée, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire que c'est pas facile pour un Européen aujourd'hui de s'installer en Russie. Alors évidemment, un homme seul, jeune, il va se trouver une copine. De facto, il va s'intégrer. Elle va le Ça aide présenter. beaucoup. Ouais. Quand t'es un couple franco-français avec 2 enfants de 45 ans, moi j'en accompagne des gens comme ça qui veulent s'installer, changer de vie et venir habiter à l'Est et en Russie. Il y a l'école, il y a la vie, il y a l'immobilier, il y a la santé, les enfants, il y a tout. Il y a l'administratif, il y a quel visa, quel papier. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, en fait. Ce qui est ça, c'est que la Russie, c'est un pays compliqué sur ce plan-là, quand on immigre. Il y a beaucoup de choses, il y a un large éventail de fronts à mener en même temps, en fait. Il y a à apprendre le russe. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je fais Ruspatriation, c'est pour conseiller, en fait, au mieux possible et éviter les accidents. Mm. Et puis, il y a aussi un truc que Et tu as vu qu'il y avait la demande parce que tu étais déjà visible, donc les gens venaient vers toi. ben, ça s'est fait de facto. Des personnes m'ont contacté. Après, pendant le Covid, Mhm. ça a augmenté. Après, j'ai lancé le module par des vidéos sur YouTube et des sections, des rubriques sur mes sites, mon site professionnel et mon blog sur la Russie, le alexandrelatsa.ru, le journal d'un Frussien. Et Mhm. Ouais, je voulais en parler aussi. on parlait, et j'ai vu qu'en fait, il y a une demande croissante. Et en fait, sur mon canal Telegram, j'ai plein de gens qui m'écrivent pour des projets similaires. C'est assez intéressant. Des gens qui ont un projet réussi, mais ils savent pas par quel côté l'attraper. Et moi, je comprends parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et il y a vraiment beaucoup de fronts à mener en même temps. En plus, il y a des problèmes bancaires, on peut pas se virer d'argent, c'est chaud. Donc, Ah oui, c'est un peu plus il y a difficile. toute l'architecture à mettre en place sur la durée. Et puis, il y a aussi deux choses, enfin, fondamentales. Hein, vraiment, il faut en parler. C'est que la première, c'est que où que tu ailles dans le monde, c'est bien en fait. Y habiter, c'est autre chose. Moi, combien de fois j'ai eu des candidats ou des Français ou voilà, qui sont venus me voir en me disant, oh là là, j'étais à Moscou l'été, je tracé sur Arbat, c'est le paradis. Ah ben, je dis non, c'est le paradis. T'es français, tu parles au téléphone français sur Arbat l'été, il fait chaud, t'as que des filles en mini-jupe, t'as un tiers des nanas qui sont à la recherche d'un mec, si possible étranger, tout le monde te regarde et te sourit, et évidemment, c'est le centre du monde.
Ah, c'est vrai, il y a un effet waouh Ben, en beaucoup effet, wow. chez les touristes. Après, quand Euh, t'es installé en Russie, que t'habites à Altouffievo, la dernière station, la ligne grise au nord du métro, je connais. bah oui, Ouais. que tu te prends le métro dans la gueule tous les jours, l'heure de pointe, qu'à la sortie du métro, tu fais la queue sous la neige pour prendre ton bus pour aller à 20 minutes du métro dans ton immeuble avec une entrée pourrie, et que globalement, derrière, tu vas à ton Peterochka du coin faire tes courses, et, et Sans lumière. voilà, La luminosité l'hiver, c'est et que difficile. tu vis dans un gris, t'as de la boue, Ouais. que les gens s'en foutent de toi, que tout le monde pousse, que c'est rude la Russie, ils sont rudes les Russes. Donc, Tout le monde pousse. Ouais, là, tu vois une autre facette du pays qui est le pays réel. Et encore, tu dis, je suis heureux parce que je suis à Moscou. Parce que j'étais dans le Grand Nord russe, différent. J'étais dans la Sibérie profonde, une petite ville, différent. Et je parle pas de la vie dans les villages. Je fais une vidéo sur les différentes Russies, mais c'est vachement important. j'ai vu sur la Carélie, ouais, Bah, je vais la caler, et puis j'en ai fait une autre sur les où habiter en Russie, où je définis 4 Russies. Et c'est là, il fallait vraiment importante pour les gens. Mais voilà. Donc t'as ça, la vraie Russie. Et puis après, t'as autre chose, c'est que moi, je reste persuadé du fait que le climat, c'est spécial, là, le climat russe. Hein. Moi, beaucoup de gens disent, ah, c'est beau Saint-Pète. Ouais, enfin, Saint-Pète, l'hiver, quand t'as fait 15 hivers à Saint-Pète, t'es fatigué. Moscou, on y habite, toi et moi. C'est génial, il fait pas très froid, ça va. Mais qu'est-ce que c'est gris? Ça tape sur le ouais, moral. c'est ça le pire, ouais, C'est c'est la ben, luminosité. ben, c'est largement le pire. Il faut prévoir le budget en vitamine D. Il y a le budget vitamine D pour les parents, il y a le budget médicaments enfants l'hiver qui est colossal parce que rien n'est remboursé. Et surtout, le problème, c'est que tu as le budget sorti. Tu as besoin de te barrer de Moscou. Tu as besoin d'aller ailleurs. Alors là, tout est fermé. Ouais. Mais tu as besoin d'aller en Asie, tu as besoin d'aller à Chypre, tu as besoin d'aller... Pourquoi est-ce que les Russes, ils envahissent la Turquie, l'Égypte, Chypre, la Thaïlande? C'est parce qu'ils ont besoin de lumière. Moi, je me rappelle une expérience. Je m'ai toujours fait marrer. J'allais à Chypre. Mes parents sont en retraite à Chypre. Et je voyais toujours les nanas étalées par terre à la lumière sur la plage, en mode étoile de mer, quoi. Ah, que des nanas russes, Mm. magnifiques, en maillot. Non, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles ont? Pas possible, quoi. Après 15 ans de Russie, je comprends Je mieux. voyais ça. Je voyais ça sur la Côte d'Azur Ah aussi. ouais. Et j'ai eu ça en 2014. J'ai eu le déclic en 2014. Ma fille est née. Donc elle est née en 2014, en juin. On a passé l'été à Moscou. Ça l'été, je crois, en 2014. Problèmes, sanctions, machin, bon, tout compliqué. Et l'hiver. L'hiver arrive en septembre, hyper tôt, octobre, novembre, décembre. Bon, bah, les gamins, ils ont besoin de lumière, hein, comme tout le monde. Et elle avait 6 mois. On part à Chypre. Elle pleurait dans l'avion, elle pleurait. On arrive. Elle pleurait. Mal au bide, je sais pas pleurer. Ma femme me dit, tiens, prends tes bras. J'en peux plus. Bon, j'ai fait un pas sur le balcon de l'appartement où j'étais. Le rayon de lumière de l'hiver chypriote, 20 degrés, l'a touché. Elle s'est arrêtée en 1 seconde. Ah non, mais j'ai compris la puissance de la luminothérapie. Elle a senti de la lumière chaude, douce d'hiver sur elle. Et ben, ça l'a détendu. Un gamin de 6 mois. Incroyable. Je suis resté comme ça et elle a dormi. Tenu. Mais c'est vraiment quelque chose, en fait. Je pense que le manque de lumière, c'est de loin le pire à Moscou. Et, Moi, je commence à le sentir là, au bout de 3 ans. bah, alors, tu verras. Je me disais, la mer ne me manque pas. Il manquerait plutôt la montagne. Mais la lumière, c'est vrai que ça joue Ah, aussi. terrible. Bah, 15 hivers, tu vas voir. Quand tu auras 15 hivers russes, comme moi. Mais Ouais. le truc, c'est que c'est pour ça que les gens qui viennent en Russie, euh, il y a aussi ça, moi je leur conseille de faire un 6 mois en Russie. Et pas le 6 mois avec l'été. D'arriver en septembre Mm. et de repartir en mars. D'avoir fait 7 mois d'hiver. Parce que c'est long, hein. Il fait froid en octobre. T'en sors en avril. C'est quand même long. Là, j'étais en Carélie. Carélie, sur les lacs, avec l'humidité, le vent, même quand il fait -12, t'as des ressentis -22. Tu restes pas 2 heures dehors, 3 heures dehors. Non. T'es crevé, t'en prends plein la gueule, t'as froid, enfin, globalement. C'est quand même dur. Le nord de la Russie, c'est dur, hein. Et tu fais quelle activité en Carélie quand tu vas là-bas? Quand je vais là-bas, c'est ma base arrière. Je fais aucune activité, si ce n'est que je vais me balader le plus possible et que l'été, je vais sur les îles, notamment Kiji. Quand je vais en Carélie, je fais rien, je me repose, je marche, Mm. je Je bénéficie de détends. l'air pur du Grand Nord, de la bouffe carrel. On a la belle famille de ma femme qui est restée Ouais. là-bas. Carélie, j'y vais toujours en mode off, je fais rien. Mm. Je fais le carrel, quoi. Un peu de raquette de neige, non? Je voulais essayer J'ai ça. jamais essayé la Malheureusement. raquette des neiges. C'est un truc à essayer, ouais, ouais, Il y a des guides qui proposent bien ça. sûr. Ça a l'air pas mal. Pour bouger un peu, quoi. Ouais, ouais. Ok. Donc, ta base arrière. Et tu as visité toute la Russie?
Tu es allé jusqu'à Vladivostok, Ouais, ouais, j'ai au fait. fin fond de la Ouais, ouais, Sibérie. j'ai fait Pas du tout. Vladivostok. Non, j'ai pas fait la Sibérie. J'ai fait Vladivostok, ouais, j'ai fait Kazan, j'ai fait la frontière ukrainienne, j'ai fait Krasnodar, j'ai fait la Carélie. Ouais, je roule beaucoup en général. J'essaie de faire. Bon, par exemple, voilà, je sais pas, quand je vais en Carélie, souvent je vais en voiture. Donc, je fais la route du Mhm. Nord, je passe par Saint-Pète, après je redescends par Veliki Novgorod, etc. Je vais souvent vers la zone de Briansk. Je suis allé à Belgorod récemment, longer la ligne de front. Je vais me balader avec deux amis Ok. prussiens. Et on a fait 200 km le long de l'oblast de Kharkov jusqu'à la frontière avec la LNR. Ah ouais, en voiture. Pas d'appréhension Ah, en passant ah, là-bas. si, si, Un beaucoup. petit missile qui peut tomber. Ah, Ouais. ah ouais, ouais, non, non, mais on a passé le checkpoint de l'armée et on est rentré sur la zone frontalière entre le checkpoint de l'armée et la zone de combat. Donc on peut rentrer, hein, puisqu'il y a encore des usines qui fonctionnent de viande notamment. Donc ils contrôlent mais ils laissent passer. Donc on a longé. On est allé à 3 km de la ligne de front. J'ai fait des vidéos et photos. Ah ouais. Effectivement, il y a eu des bombardements, hein, plusieurs fois pendant qu'on y était. Tu sors le soir, bah, au-dessus de toi, boum, tu as des tirs de missiles, ça tape, les morceaux de missiles tombent sur les maisons. Il y a eu plus d'une trentaine de morts en 2023, de civils, en 2022, pardon, de civils tués. Hein. Tu as des abstrels, enfin, tu as des morceaux de missiles ou des balles qui tombent, des rafales, et tu vas marcher au parc, t'entends au-dessus de toi, dans le ciel, et tu sais que ben là, ça tire. Alors tu as des tirs sur Kharkov, tu vois des explosions, hein. Tu as des sur le base de Kharkov, tu as des tirs ukrainiens contrés par la défense antiaérienne russe, et tu vis avec ça. Le matin, on était parti déjeuner dans un champ, et puis on a entendu au-dessus de nous, boum, bam, boum. Ouais, ça, mais c'est vachement impressionnant. Tu vois, Bien sûr. on roulait au sud de Belgorod, peut-être 10 km de la frontière, tu vois, on roule dans une colline, dans un truc résidentiel, et puis tu tournes d'un virage, tu tombes sur un Panzer russe avec le radar en train de tourner, tu Ah ouais. piles, tu piles parce que bon, ben non, et puis t'as des mecs en armes partout. Et puis bon, ils ont créé une milice, la DND, donc t'as des mecs cagoulés en armes qui arrêtent les voitures. C'est particulier, t'as du matériel partout. Non, il y a une drôle d'atmosphère. Non, mais voilà, donc Belgorod. Donc oui, non, en Russie, je me suis beaucoup baladé. Ouais, ouais. Et ce que j'ai pas encore fait, que j'aimerais faire, c'est vraiment la côte du Sud. J'ai fait Krasnodar, mais j'aimerais Ah faire ouais, la zone Belgorod. Sochi, Napa, etc. Ah ouais. Et descendre sur le Caucase. Ça, la Tchétchénie va être un voyage de cette année, je pense. Et ce que Et j'ai j'étais intéressé par le Daghestan Ah ouais, aussi. ouais, ça, Ça a l'air ça sympathique. vaut le coup, ouais, pareil, hein. Moi, j'ai des copains qui ont été. Mhm. Et puis, la zone que j'ai pas faite, c'est le Baïkal. Euh, Là aussi, il faut que je le fasse. Baïkal, voilà, et puis la Sibérie, quoi. Donc, mais voilà, mon projet cette année, c'est la Tchétchénie. Et après, c'est d'aller en Extrême-Orient. Je vais essayer à Blagoevchensk, qui est une ville russe sur l'Amour, une petite ville. Et en face, il y a Hebei, qui est une ville chinoise. Donc, tu peux traverser, en fait, en bateau. Ah, c'est là où on voit la Chine de Ouais, l'autre côté ouais, ouais, tu traverses en de la mer. bateau, le fleuve est Mhm. large, hein. Et tu peux passer 3 jours en Chine, il n'y a pas besoin de visa. Donc, pour les, Ah, c'est l'amour, la Ouais, frontière. ouais, c'est l'amour, la frontière. Ok, ok. Donc, traverser l'amour. Comme mes enfants apprennent le chinois, on va aller en Chine travailler un peu le chinois. Donc voilà, ça sera. Maintenant qu'ils ont levé les mesures Covid qu'ils avaient, on peut rentrer en Chine sans avoir le risque de se faire enfermer ou de se Ok. faire Pour les coton-tiger. Russes, c'est facile. Ouais, ouais. Demande de visa, Je j'imagine. crois qu'il n'y a pas de visa même pour les 30 jours. Ah, pas de visa pour les Russes. Ah, ok. Pour les Français, je sais pas. C'est Pour les comment Français, là-bas? il faut un visa ou même, je suis même pas sûr, je faut regarder. Je sais pas. Non. Je posais ça comme ça. Ouais. J'y suis jamais allé. Ok. Ah oui, je voulais revenir au blog parce que initialement, tu t'es fait connaître sur Internet à travers le blogging, c'est ça? Alors initialement, ça a commencé comme ça. En fait, j'avais lancé ce blog la semaine où je suis parti. Non, c'était en décembre 2007, donc c'était 3 mois de partir en Russie. J'avais lancé un blog sur la Russie. Je m'étais dit, bon, de toute façon, je déménage en Russie. Pardon. Et puis, je voulais lancer. Je voulais écrire sur la Russie. J'avais envie d'écrire. J'écrivais déjà ailleurs. J'avais été chroniqueur pour la presse française, un petit peu sur la presse. C'était quoi? Plutôt politique? Non, j'étais pigiste pour la presse People, pour des magazines type Mad, Ah ouais. Blast, des trucs comme ça qui étaient un peu, qui n'existent plus trop, voilà. Mais c'était un boulot que j'avais quand j'étais étudiant. J'avais envie d'écrire. Donc Ouais. j'avais lancé ce blog, Mhm. alexandrelatsa.ru, le blog Dissonance. Et puis je l'ai lancé en 2008, 2009. Puis je m'étais spécialisé sur le fait de démonter les mythes de la presse française sur la Russie. Ce qui a fait de moi le grand ami des journalistes français. C'est un statut que je tiens toujours 15 ans plus tard. Tu Et es parfois invité chez BFM, c'est ça? ah ben non, plus du tout là, je suis plus invité nulle part.
Donc, Maintenant? ah non, c'est fini. Non, non, Ok. je me suis trop farci. Mais voilà. Et puis en 2010, j'ai été invité par RIA Novosti. À l'époque, il y avait une grande agence appelée RIA Novosti qui publie en français. Ils avaient ouvert une espèce de rubrique de blogueurs étrangers de plein de pays, Amérique du Sud, Europe, etc. Des gens qui habitaient en Russie et qui décrivaient la Russie. Donc j'ai commencé à bloguer pour RIA. Et là, ça a cartonné. J'ai bossé pour eux, RIA, puis Voix de la Russie. Puis après, je fais un an chez Spoutnik. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Pendant 6 ans, j'ai écrit de façon ininterrompue toutes les semaines. J'ai jamais pris de vacances. Je suis le seul rédacteur des agences russes à avoir fait ça, je crois. Et j'ai tenu une chronique, ça a eu du succès, hein, j'ai eu beaucoup de lecteurs. Et ça m'a fait connaître, en fait. Et il y avait un lien vers ton blog personnel pour lire l'article en entier? L'article était publié sur IA, et puis oui, il y avait un lien vers mon blog, ouais. Donc, Ok. voilà, et puis le blog, je l'ai entretenu. Je crois que je dois avoir fait plus de 1400 articles maintenant, hein. Euh, Ouais, tu continues je, toujours régulièrement, je j'imagine. continue, j'ai un peu arrêté en 2000. En 2016, j'ai sorti mon troisième ouvrage, mais le premier en français. Je publie en France, Belgique, Suisse. Donc j'ai fait une tournée en France de présentation. Ça s'appelle Un printemps russe aux éditions Les Sirtes. Voilà, et puis après ça, j'ai un peu manqué d'énergie. Je me suis dit, bon, quoi après en fait? Qu'est-ce qu'on fait l'étape d'après? Puis bon, je travaillais beaucoup. YouTube. Ouais, puis je travaillais beaucoup, non, mais puis j'avais mes enfants. Puis j'ai écrit toutes les semaines. Je tournais le dos à ma femme. Hein, en fait, j'écrivais le soir, le week-end. Ouais. Ouais, j'ai eu un petit moment d'envie de débriquer en 2017, 2018, 2019. Et puis en 2020, j'ai repris avec le Covid. En fait, j'ai analysé. J'écrivais beaucoup sur la démographie, qui est un sujet qui me passionne. Je voulais en venir aussi. Parce que Voilà, on se disait tout à l'heure en off, j'avais assisté à une de tes conférences sur ce sujet. voilà. Il y a J'ai des choses à dire là-dessus. j'ai une passion là-dessus. Et puis j'ai repris à écrire sur le Covid. Une période un peu compliquée du Covid en Russie. Et puis voilà. Et puis en 2021, j'ai beaucoup écrit. Et puis là en 2022, depuis le déclenchement des hostilités en Ukraine, j'écris donc mon blog est hyper actif. Il y a en moyenne près d'un article tous les 2 jours ou tous les jours. J'écris surtout la démographie, les statistiques, l'économie, les mœurs, les gens, la culture, voilà. Je tente de présenter la réussite telle qu'elle est, telle que je la vois avec du factuel. J'écris sur les régions, les indices de vie, les qualités de vie, les salaires. Voilà, donc je tente de présenter la Russie. Et ça, initialement, c'était par pure passion. Ah, par pure T'as mis passion. combien de temps à monétiser ça? T'as jamais Ah, j'ai jamais, vraiment monétisé? non, non, Ouais. j'ai jamais pensé à le faire. Ma femme m'a dit, t'es trop bête, mon mari. Mais non, non, bah si, Ouais, ça se répercute après sur tes autres business. quand je travaillais sur Je suis RIA, d'accord. pour RIA et j'étais payé, j'étais chroniqueur, j'étais pigiste, bon, violence Mm. Pierre, mais non, j'étais allé quand même globalement. Mais non, j'ai jamais cherché spécialement le métier. Bah, j'avais comme une activité entrepreneuriale à côté qui me rapportait de l'argent, donc le blog c'est plutôt une passion. Euh, C'est l'exutoire, tu sais, tu t'écris, mm. puis ça sort, quoi. Et après, 3 livres. 3 livres, un premier il y a Le longtemps. dernier sur la Russie. Ouais. Bah, les 3 sur la Russie. Le premier c'était un recueil d'auteurs blogueurs pas connus qui s'appelle Putin's New Russia, Putinskaya Novaya Russia en russe, qu'on a co-publié avec un entrepreneur finlandais qui malheureusement est décédé l'année dernière, John Elvig, un grand analyste de la Russie, un grand entrepreneur. Euh, le deuxième, je sais plus, c'est un éditeur russe qui s'appelle Ast, qui est le deuxième éditeur russe, ça s'appelle Michi Rassi, Nam Glazami Nostranets. Donc en gros, c'est nous, enfin nous les Russes, les mythes sur la Russie, nous comment on voit les étrangers. C'est un bouquin marrant, la couverture c'est un moujik bourré qui tient un ours dans ses bras. Et là, c'est plutôt les tranches de ma vie en Russie hilarantes, enfin pour un étranger, chose qu'on n'a pas, qui nous surprennent. Voilà. Ok, ouais. Donc je l'ai publié en Russie, j'ai vendu quelques mille exemplaires, et puis après, ça c'était en 2012, 2013, pardon, 2013. Et en 2016, j'ai publié en France, donc aux éditions Les Sirtes, Le Printemps Russe, en Belgique, France, Suisse, c'est vendu à plusieurs mille exemplaires aussi. Et qui a été un succès, c'est une recension de la Russie de 91 à 2015. Voilà, là j'écris la suite. Ok. Publiera, je sais pas Toujours quand. en train d'écrire. Ouais. Toujours avec ça, Et donc, mais les événements actuels laissent peu de ah ouais. chances de prévoir l'avenir proche. Donc c'est compliqué. Mm. Il va sans doute falloir attendre que la transition soit passée pour qu'il soit publié. Mm. Et donc, un de tes sujets forts, c'est la démographie. Moi, je me rappelle, globalement, ce que tu disais, c'est qu'il y avait un rebond de la démographie il y a quelques années, Oui, suite à une politique volontariste du gouvernement, exact. mais qu'on était toujours dans un effet de ciseau, notamment vis-à-vis des retraites. Ben, oui, C'est ça le point. là, je sais pas Mm. pourquoi je suis tombé là-dedans, je m'explique pas, mais depuis, ça me passionne de plus en plus. Je me suis mis à étudier la démographie, l'anthropologie. J'ai pris contact avec Emmanuel Todd, qui m'a même cité dans une de ses tribunes sur Marianne.
pour mon travail d'analyse des votes sociologiques en Russie. Pour moi, c'est la gloire. Hein. Pour moi, c'est cité par Todd, c'est oui, c'est le meilleur. Donc, ben en fait, ce qui se passe, c'est que le mythe, c'était que la Russie mourait. Donc, moi, en Ouais. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'avais pris des Excel d'Eurostat et je me suis dit, tiens, il y a plus de femmes en âge de faire des enfants qui arrivent, donc le nombre d'enfants va un peu augmenter, et le nombre d'avortements diminue fortement. Donc globalement, tu vas avoir une hausse des naissances. Mais il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça, il y a besoin de passer des heures dans des Excel. Et j'avais commencé à écrire là-dessus, et j'ai accompagné les nouvelles de la démographie russe jusqu'à 2016, et depuis 2016, ça rebaisse, parce que les femmes pas nées pendant les années 90, c'est la tranche d'âge qui maintenant est en âge d'enfanter. À cause d'Eltsine, il n'y a pas eu de femmes nées, donc voilà. Donc, et je déboîtais la presse française là-dessus. Et un des grands correspondants de presse, dont je tairai le nom, mais un des plus grands correspondants de presse française en partant, a dit à un Français que je connais, ce salopard de Latsa, il nous a bien eu avec Latsa, c'est mon pseudonyme avec lequel j'écris sur mon blog, ils sont Latsa, il nous a bien eu avec la démographie. Comme quoi, ça a porté ses fruits. Et c'est juste une passion. Et de facto, comme je travaille dans les ressources humaines, eh bien, ça s'est engranché dans le sens que la démographie, c'est crucial pour le travail des ressources humaines, parce qu'on est dans un marché de candidats, parce qu'il y a moins de gens qui entrent sur le marché du travail. Donc, tout s'est imbriqué. Et voilà, je continue à être. Oui, bah de toute façon, maintenant la population vieillit, l'espérance de vie augmente, donc les gens, malgré le Covid, c'est un peu baissé, mais ça va continuer à réaugmenter là. Donc il y a de plus en plus de vieux, il y a de plus en plus de retraites, et malheureusement les entrants sur le marché du travail, il y en a de moins en moins là. Jusqu'à 2030, ça va diminuer. C'est les gens qui sont pas nés de 90 à 2000, 2004. Après, de 2004 à 2016, donc de 2034 à 2046, ça va hyper augmenter les actifs et les trentenaires parce qu'il y a eu beaucoup de naissances sous Poutine. Mais, mais il y a un effet comme ça, Il y a un effet de latence. voilà. Et ça, on ne peut rien y faire. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les années 90, surtout les années 90, il n'y a pas eu de naissance. Les femmes n'ont pas fait d'enfants. Et ces enfants qui sont aujourd'hui en âge de faire des enfants, bah, ils sont beaucoup moins nombreux. Et donc, il faudrait qu'ils fassent chacun 3 enfants par femme. Mais on comprend bien que il y a eu le Covid. Maintenant, il y a les opérations en Ukraine. Les gens vont pas faire d'enfants maintenant. Ça n'incite pas, ouais. Ben, non. Ben non. Il faut de la visibilité. Faut la sérénité, il faut le premier enfant, c'est une affaire d'amour, et le deuxième enfant, c'est une affaire beaucoup plus sur laquelle impacte beaucoup plus la finance, donc le mat capital. Mais le premier enfant, tu le fais pas pour du pognon. Tu rencontres quelqu'un, tu as un coup de foudre, et puis un enfant arrive. Le deuxième, c'est bon, on le fait ou pas. Et là, si tu as un appui financier, tu es plus motivé. Mais le premier, non. Mais est-ce que c'est pas une fatalité, ça? Parce que dans la plupart des pays occidentaux, peut-être qu'on peut pas inclure là aussi, mais on voit que tous les pays développés diminuent. Oui, Une natalité faible. c'est une crise globale. On recourt à l'immigration. Alors, ben, l'Amérique, avec tout le ressort d'immigration qu'elle a acquis dans les 50 dernières années, on est tombé à 1,8 enfants par femme. La France, c'est 1,8, avec un peu d'immigration, pas trop, donc je plaisante, avec énormément d'immigration malgré tout. L'Allemagne, c'est 1,5, la Russie, c'est 1,55 cette année. L'Asie, bah, t'as vu, la Chine, c'est 1,1, la Corée, c'est Oui, la 0,8. politique de l'enfant unique encore, Non, ils l'ont plus. qui empire les choses. Ils sont, Ouais, mais qui empire les choses. ah, ça a empiré. Non, mais ça a empiré. Non, mais en plus, c'est bon. Non, mais ils l'ont plus. Non, mais le Japon et la Corée, c'est 1. Donc, dans tous les pays développés, ça baisse. Ça monte en Asie du Sud-Sud, Sud-Est, en Afrique, et c'est quasiment tout. Et le Kazakhstan, je crois. Il y a encore une très forte démographie. Mais oui, il y a une tendance globale, il y a une crise globale à plus faire d'enfants. C'est dur à expliquer. Je crois que personne. De toute façon, personne ne sait pourquoi on fait des enfants. Hein. C'est Emmanuel Todd qui avait posé cette question, mais pourquoi on fait des enfants? Moi, je sais pas. Un réflexe Ah, de vie. ah, moi, je Pour pense développer l'espèce. instinctif. Ouais, complètement. Ouais. Alors, pourquoi on fait plus d'enfants? Alors que les Africains en font beaucoup plus. Des situations plus précaires. Alors, je connais un peu l'Afrique noire, j'ai vécu 18 ans. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ont plus de mortalité infantile. Ah ouais. Donc, quand une mère sait pas si l'enfant va survivre, et ce qui va passer ses 10 ans, ce qui va passer ses 5 ans, ce qui va pas choper un typhus, un choléra, un polio, un palu aggravé, bah, t'en fais 2, 3, 4, 5, 6 parce que t'en perds 2 ou 3. Et tu veux, Comme on faisait avant en Europe. exactement. En fait. Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'on a maîtrisé la mortalité infantile et t'es sûr de faire tes 2 gamins, personne meurt, bah, il y a l'impression qu'il y a un relâchement instinctif à pas se surreproduire.
Dans les pays musulmans d'ailleurs qui sont en train de se développer économiquement, c'est en train de baisser aussi. La Turquie est à moins de 2, etc. Euh, Il y a une tendance lourde, c'est étonnant, hein. Ouais, ça c'est et même chez ceux d'origine africaine en France, au bout de 2-3 générations, on voit que les chiffres diminuent aussi. complètement. Ça, il y a une adaptation. L'immigré à 2 générations, il fait moins d'enfants. Ah ouais. Ouais. Bah, il finit par se comporter comme le local. Mm. Et donc, ça pose un problème pour les retraites. Comment la Russie l'aborde? Euh, Il y a quelques années, il y avait une mini-crise pour la popularité de Vladimir Poutine, parce qu'il avait, Monter l'âge de la retraite. comment dire, monté l'âge de la retraite. Il y a d'autres solutions qui sont envisagées Non, en ça Russie? va être un énorme problème russe. Mais de toute façon, bon, on va faire simple. Là, le nombre de retraités augmente. Mais dans les 20 ans qui viennent, la grosse masse de, de retraités actuels va mourir. Donc en 2050, le nombre de retraités sera beaucoup plus faible en pourcentage de la population et les gens actuellement de la tranche d'âge basse qui vont être en retraite en haut à 60 ans, ils seront beaucoup moins nombreux. Et là, le nombre d'actifs, ce sera lui paradoxalement augmenté. Donc la proportion, on va être sur quelque chose qui va plutôt être comme ça. Donc malheureusement, pour les 15 prochaines années, les retraités russes vont pas gagner beaucoup d'argent et vont pas être, à mon avis, beaucoup augmentés. Derrière, peut-être que si. Mais il y aura moins de Petit retraités. rebond, quoi. Ouais. Mais de toute façon, l'espérance de vie des hommes reste faible. Grand 1. Grand 2, les retraités sont en majorité les abandonnés du système actuel puisque les retraites sont très faibles en Russie. Les retraites, c'est 10-15 000 roubles, 10 000 roubles. Euh, Donc, globalement, malgré tout, l'État étant riche, ils ont encore la capacité de levier de saupoudrer, d'augmenter les retraites pour un tout petit peu compenser l'inflation. Mais enfin bon, voilà, le gros des retraités, il vit pas à Moscou Centre. Le gros des retraités, c'est ce qu'on appelle la troisième Russie, c'est la Russie qui habite dans les petites villes, les villages, c'est les grands-mères dans il y les... a beaucoup de propriétaires, non, qui ont Voilà, il hérité y a déjà beaucoup de sur les propriétés, retraites. il y a le jardin, donc on consomme beaucoup on cultive et on produit beaucoup ce qu'on consomme aussi. Donc moi je vois ma belle famille, une partie de ma famille, bon la grand-mère est morte mais pendant le Covid, mais ils avaient une maison à la frontière ukrainienne dans une ville, une banlieue d'une ville, il y a un jardin, ils produisent énormément de choses. Donc il y a beaucoup de choses que le retraité consomme mais il n'achète pas en fait. Ce qui ne veut pas dire que les retraites sont suffisantes, elles sont trop basses, c'est catastrophique. Hein. Mm, mm. 15 000 euros, tu peux donner le chiffre en euros pour ceux qui Bah, c'est 200 maîtrisent euros, pas ouais, bien. c'est des retraites de 100, Ouais, 130, c'est ça. 150, entre 130 Mm, et 200 euros. Alors Moscou c'est un peu plus mm. maintenant, mais c'est 300 euros. Mais Ouais, mais les loyers à Moscou, si on n'est pas propriétaire, ça, ah ben, ça fait mal. il y a un énorme problème en Russie. Il y a beaucoup de problèmes en Russie. Les routes et les abrutis ont dit non, il y a beaucoup de problèmes en Russie. Et le logement en est un parce que de toute façon, euh, l'immobilier est trop cher au ratio des salaires des gens. Et en plus d'être vraiment trop cher, il y a le problème considérable du niveau des taux hypothécaires bancaires qui sont plutôt autour de 9-10%. Et par conséquent, l'acquisition de la propriété en partant de zéro est très compliquée. Alors les Russes, non, parce que généralement, la structure familiale, c'est la suivante, et le comportement familial, c'est la suivante, c'est que les parents se saignent pour les enfants, vendent leur donnent leur appart, vendent leur appart, leur donnent l'argent, vont habiter dans une datcha. Et donc, la transmission de propriété est beaucoup plus rapide chez les Russes qu'en Europe, où les parents les boomers vivent Ok. bien longtemps et riches. Mais Ouais. c'est vrai, non, non. Mais et ça ramène à l'étranger, c'est-à-dire un étranger qui arrive de zéro, qui doit s'installer à Moscou, acheter son appart. Il n'y a pas d'accès au crédit quand on est étranger. Alors Vidnejtelstva, tu peux faire des crédits On peut maintenant, pas. je crois. Mais Ouais, il faut faut amener, emprunter faut amener, en VNJ. faut amener 50% de l'apport, etc. C'est structuré. Non mais Donc VNJ, pour ceux qui connaissent pas, c'est le titre de séjour permanent. Donc il voilà, faut un petit parcours avant. voilà. Mais malgré tout, Mm. je veux dire, les loyers sont chers, tu dépenses beaucoup par mois. Et si tu fais un crédit, que t'achètes, bah, c'est quand même beaucoup d'argent. Et si tu as 10%, ben, Mm. tu fais un crédit 20 Ouais, ans, tu payes une fois, c'est cher. presque 2 fois ton bien. Donc, l'accès à la propriété est un vrai problème. Donc, pour un étranger, c'est pour ça que les gens ils me disent, non, mais moi j'ai des gens que je sais pas très, ils me disent, non, mais je veux venir à Moscou, je vais vivre pas cher. Ah, c'est pas la bonne ville, hein. Si c'est pour être pauvre, vaut mieux aller en Croatie, dans le sud de la France, à la limite, à Pau, dans le Pays Basque. Ouais, avec la sécurité sociale, Bah, t'as la sécu, les études. t'as la bouffe, t'as le soleil. Ici, il faut de l'argent. C'est un pays de service. Pauvre, on vit mieux en France. Oui. La Russie est un pays de service. Tu payes, t'as ce que tu veux. Tu veux, on peut pas dire de choses illégales, mais
Tu veux à 4 heures du matin aller au sauna, commander du crocodile et faire venir des filles, bah tu peux. C'est légal, mais c'est une question de pognon. Tout est faisable. Tu veux qu'on te change ta roue de bagnole, t'as crevé en bas de chez toi, ben tu fais venir une camionnette. Tout est ouvert tout le temps. Tout est ouvert Après tout le le restaurant temps. 23h. Voilà. Tu veux ce que tu veux à n'importe quelle heure, tu le fais. Tu veux louer un hélicoptère, tu veux louer un avion, je sais pas. Tu fais ce que tu veux. C'est un pays de service. Tu peux tout faire en Russie. Mais c'est une question de cash. Donc, on peut vivre très bien, mais il faut avoir un peu de cash quand même. Alors, c'est plus le cas dans les grandes villes, mais dans les petites villes, moi j'ai beaucoup de Français ignorants, mais je habite dans une petite ville russe. Oui, mais les petites villes russes, la vie de tous les jours, c'est pas facile en fait. T'es vite isolé socialement si tu parles pas russe, t'as des problèmes d'infrastructure. L'hiver, dans beaucoup de régions du Nord, quand il neige, c'est compliqué les routes, c'est pas facile. Donc, voilà, c'est pour ça, habiter en Il faut être Russie. très autonome. Oui, il faut être très autonome. Et puis, tu l'as dit, là, à Moscou, l'hiver est long, mais je veux dire, t'as beaucoup de choses à faire. Quand t'es à Tver ou à Klin, l'hiver, il est encore plus long, t'es encore plus au nord, et il y a rien à faire. Ben, je veux dire, l'hiver, c'est terriblement long. Donc, faut être sûr de pouvoir vivre en ermite, quoi. Ou alors, faut habiter dans le Ouais, sud, où il y a du soleil et la mer. faut faire l'ours et dormir. Faut faire l'ours et dormir. Voilà, donc, Ouais. mais quand tu cherches un boulot, que tu as une activité, c'est pas. Et toi, comment tu l'anticipes niveau investissement? La Russie? Tu investis sur quoi? En général, sur quoi tu investis personnellement? Ben, moi, j'avais commencé à Des investir actions, sur de l'immobilier? l'immobilier, uniquement à Moscou. Hmm. Euh, mais avec des achats de En studio. cash, tu vois? Ouais. Ouais. Mais bon, là, j'attends de voir ce que 2023 réserve. Est-ce que l'immobilier va baisser à la location à l'achat? Est-ce que non? C'est dur de prévoir. Je me suis mis 2023 en mode un peu pause, d'observation et de voir à quel niveau, à titre personnel, faut que je me réoriente vers ci ou ça au niveau business. J'ai des idées de projets de business autres, péri RH, russo-russe, là vraiment en circuit fermé, qui dépendront pas de l'étranger. Ça, c'est sur quoi je vais me concentrer le plus cette année. Sur du recrutement interne Alors, pas en Russie? seulement des métiers qui sont pas liés au RH, quelque chose d'autre en fait. Donc, j'ai deux petits projets. Je vais essayer de lancer, qui sont pas liés au RH, pas au recrutement, mais qui sont liés au monde russe. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, je pense que 2023 va être une année de très forte transition pour la Russie. Il y aura malheureusement encore je pense, une année de croissance négative qui va se cumuler à la précédente. Après, on arrive sur la présidentielle. Ça va être une année absolument compliquée et pas ennuyeuse. Voilà ce que je vois. Donc, tu anticipes en mettant du cash de côté en achetant de l'immobilier. Tu n'as jamais regardé l'investissement boursier Non, en Russie? je m'y Non. suis jamais mis et c'est quelque chose que je devrais faire. Hmm. Moi, je m'y suis mis, mais en France encore. J'ai D'accord. encore tous mes comptes. Ah ouais. Je ne sais pas si la transition ne doit pas être simple au niveau fiscalité, je pense. Non, Entre ça, l'IMO papier, etc., c'est un sacré. exact. Et puis bon, attention, moi, mon compte est bloqué pour des raisons qui me sont pas claires. Hein. Hmm. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont en Russie, un jour on leur bloque leur compte. Après, je ne sais pas, quoi. Si tu es chez une banque et en même temps, tu as des fonds investis à droite à gauche, je ne sais Euh, pas si te ferment le compte courant. les banques se sont comportées de façon anormale Ouais, ouais. en Et, Europe avec les Russes et les vu qu'on résidents russes. vu qu'on parle de ça, une des solutions, ce serait la crypto-monnaie. Est-ce que tu vois les choses évoluer Euh, sur la crypto-monnaie ici? je connais beaucoup de gens autour de moi qui commencent à s'y intéresser. J'ai l'impression que les Russes savent pas trop comment bien légiférer là-dessus pour l'instant. Ils sont en mode tâtonnement, observation. Ah, on a entendu le tout et son contraire, j'ai Voilà, l'impression, complètement. l'année dernière. Bah ouais, donc j'ai tendance à beaucoup plus y croire que pas y croire. Mais pour l'instant, j'attends. J'observe, Ok, je regarde, j'essaie de comprendre ok. des nouvelles dynamiques. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bon moyen de faire les virements. Ah oui, pour les faire des Il faut, transactions intra-pays complètement. ouais, faut connaître un peu, mais ouais, ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Il y a des plateformes assez basiques. Enfin, assez basiques, assez simples Oui, à quand on connaît utiliser. un peu. Ouais. Mhm. Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Sur la Russie, tu veux ajouter quelque chose? Ça fait Bon, 1h15 là. rapidement, la Russie est dans une situation un peu particulière aujourd'hui. C'est compliqué. Et je sais bien que beaucoup de gens qui moi, me suivent, me regardent, sont imprégnés de ce qu'ils entendent à la télé tous les jours. Et c'est compliqué. Mais d'imaginer que dans cette affaire, Poutine est un monstre
les Ukrainiens sont innocents, blancs comme neige, les Américains Hmm. sont des anges, et tout est la faute des Russes, c'est pas ce qui s'est passé. On a vu les révélations de Merkel, de Hollande sur le fait qu'en fait, ils ont flouté les accords de Minsk, c'était pour donner du temps à l'Ukraine pour préparer militairement, pourquoi d'ailleurs? Pour une offensive, c'est la Crimée, enfin c'est incroyable, on sait pas. Donc, les choses sont pas aussi blanches et noires que le présentent les médias français. Il y aura, moi je pense que la Russie a une grosse bosse à passer, mais qu'elle va la passer. Ça reste quand même un super pays où habiter pour plein de raisons. Il n'y a pas besoin d'être anti-ukrainien pour habiter en Russie. Moi, j'ai jamais entendu de Russes dire du mal des Ukrainiens. J'ai jamais entendu de critiques des Ukrainiens. Je vois beaucoup de familles mixtes, de couples. Je vois beaucoup de gens des origines ukrainiennes. J'ai des Ukrainiens, j'ai des mamans ukrainiennes à mon école. Donc, il n'y a pas en Russie de ressentiment anti-ukrainien comme on peut avoir peut-être de l'autre côté en Ukraine du ressentiment anti-russe. Les En Européens, même temps, ouais, en même temps, se faire envahir, ça aide pas beaucoup. ouais, Il bien, faut comprendre ben oui, les réactions épidermiques. bien sûr, moi le premier, mais enfin, quand j'entends que Angela Merkel dit que les accords de Minsk, que les Russes demandent depuis 8 ans poliment, on n'a jamais voulu les Hmm. signer et c'était pour donner du temps à l'Ukraine, temps pour faire quoi? Pour se préparer à une offensive militaire? C'est un truc de fou. Donc les Russes ont fait une guerre. Moi j'ai l'impression, je le comprends de plus en plus comme ça, que les Russes ont fait une guerre préventive. Et donc, malgré tout, c'est un gros pays qui restera là, qui sera toujours là, entre l'Europe et la Chine. Et quoi qu'il en soit, ce sera un pays d'avenir. Il y a tout en Russie, il y a de l'énergie, il y a de la place. Il n'y a pas assez de gens. Pour les gens qui ont besoin d'émigrer et qui veulent se sortir de la vie dans l'Union européenne pour X, Y raison, ça reste un super pays et moi j'accompagne de façon concrète, objective et sensée. Et c'est confus la Russie, c'est compliqué aujourd'hui. Hmm. Les choses changent vite. Il faut se tenir up to date. Voilà. Je suis assez russophile. Je suis installé ici, ma femme est russe, mes enfants sont en système russe. Je travaille ici, je resterai en Russie. Mais voilà, il y aura un après. Et cet après, il se prépare aujourd'hui. Ouais, ok. Alors juste, je fais une pause, 2 secondes. J'ai quelque chose sur le feu, ça fait du bruit, ça m'inquiète un peu. Ouais, Et je reviens. ouais, pas de souci. 2 secondes. J'arrive. Ok. Donc on peut passer sur les questions traditionnelles de fin, je D'accord. pense. Après, après tout ça, quel est le livre que tu recommanderais le plus ou qui t'a le plus impacté dans ta vie, en général? Ça peut être sur le business ou sur ton Je parcours sais pas. personnel. Bah, je recommande de lire mon livre Un printemps russe, Lisons les Sirtes. Moi, je recommande de Hmm. lire Pourquoi la Grèce de Jacqueline de Romilly. Ok, je vais le noter. Ouais, Pourquoi la Grèce? Jacqueline, ouais. comment, quel est De son? Romilly, je crois. Qui est un livre assez fascinant qui explique Je cherche. le génie grec. Ouais. Ok. Ça parle de philosophie, Ça des parle origines de, antiques. oui, et de pourquoi le génie grec et de la naissance de l'Europe en fait. Hmm. Ok, intéressant. J'irai regarder. Comme d'habitude, je mettrai le lien en dessous Mhm. dans la description. Alors, un conseil que tu donnerais à un jeune Français de 20 ans qui est intéressé par la Russie? Euh, D'apprendre le russe, Quentin. Grand 2, de venir le plus souvent possible en Russie. Grand 3, d'apprendre, de lire et de suivre des canaux Hmm. bien informés et réalistes sur la Russie d'aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à Alexandre Stefanescu il y a 15 ans? Ou un peu avant ton arrivée? J'aurais dû apprendre plus et plus vite le russe. J'aurais dû Ok, ça arriver arrive. 1 an ou 2 ans plus tôt en Russie. C'est une course de fond, la Russie. C'est un marathon et le plus tôt tu commences, le Hmm. plus vite tu apprends, comprends, intègres, absorbes, digères. Je serais venu plus tôt. Quoi d'autre? Et j'aurais sans doute plus dû développer des activités que j'avais commencé à développer à l'époque, mais que j'ai laissé un peu en suspens parce que globalement, bah, j'avais pas le temps, quoi. Ok. Mais le gestion du temps. L'échec. Ok. Et en parlant de ça, quel est l'échec que tu as préféré, qui t'a servi le plus?
Alors, je sais pas si c'est un échec. Disons que la grande leçon, c'était que quand on avait lancé le projet du parc Puy du Fou en Russie, je travaillais sur le projet, j'étais le DRH et le DG. Et malheureusement, ce projet auquel je croyais pour des raisons vraiment de cœur, de morale, en plus d'une dimension magnifique franco-russe, il a été annulé à cause des sanctions occidentales. Voilà, ça a été vraiment un coup de couteau parce que c'était parti sur c'était parti, il y avait tout qui était créé, une super équipe, il y avait le soutien de l'État russe, donc c'était un projet parti pour être Quel cosmique. était le principe? Le principe c'était de faire un parc historique sur le modèle du Puy du Fou au sud de Moscou, Mhm. piloté par le savoir-faire du Puy du Fou. Euh, Ah ouais. Faire un parc historique des grandes histoires russes, la grande histoire russe, Mhm. des parcs thématiques, un parc thématique avec des spectacles thématiques sur des grands mondes d'histoire russe. Voilà. Et malheureusement, ça a été initié juste avant les sanctions, et donc les sanctions ont complètement ont détruit le projet. Ça a été vraiment terrible moralement pour moi. J'y croyais énormément. Et malheureusement, Et, pour... ouais. Et pourquoi tu le cites en échec préféré? Bah ça a été quand tu as un projet, tu t'imagines que vu la dimension, ça peut pas ne pas arriver et que des événements extérieurs incroyables euh, surviennent, des événements incroyables géopolitiques sur lesquels tu n'as pas du tout de contrôle surviennent et ils te détruisent ton projet. Bah tu prends conscience de la lourdeur en fait des choses extérieures sur lesquelles t'as pas de contrôle et qu'en fait tu peux être à la merci de choses complètement extérieures. Mais c'est quelque chose que tu vis plus peut-être en Russie qu'en Europe. Euh, t'as des sanctions, t'as une guerre, t'as un truc géopolitique majeur, donc tu t'es soumis à ça en Mhm. fait en permanence et il faut accepter ça quand t'es en Russie, Ok, une leçon de vie, une leçon de... je pense. Comment on appellerait ça? Quand tu subis les événements, mais tu es Faut être résilient, toujours actif. comme un Résilient, ouais, Russe. je Ouais. cherchais le mot. La résilience, ouais, c'est important. Ok, super. Ah oui, dernière question là. C'est l'épiphanie russe aujourd'hui, Oui, il me semble. Sklechieniam, ce que les on peut dire, Chinois, exactement. d'abord. Ouais. Tu te baignes, toi, Non, dans l'eau glacée? non, Non? non. Moi, je suis plutôt frileux. En plus, je suis malade là, ça s'entend, j'arrête pas de tousser. Ah Donc ouais. cette année, non. Non, non, je le ferai à Chypre en août. C'est beaucoup moins risqué. Ah ouais. C'est pas le même délire, ouais, ok. Ça marche. Mais Moi, j'irai faire un petit saut. bah fais des photos ou vidéos, c'est super. Ouais. Bah il fait pas très froid, ça va aujourd'hui. Ouais, je l'avais fait l'année dernière, ouais. Là il fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience à vivre, ouais. Il y a une bonne ambiance. Ouais, il faut aimer. Tu vas le faire où? À Stanskina. Ah, ok. Mhm. C'est un gros prorub. Bah ouais, Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un ouais, bassin, il y a une ouais, télé. C'est un des plus importants, ouais. ouais, pas de la tour. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Bon, mais merci pour ton temps, Alexandre. Bah écoute, avec plaisir. Je pense qu'on peut arrêter là. Parfait. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci beaucoup à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cela vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou de commenter et liker sur YouTube. Je rappelle à ceux qui ont vu l'épisode sur YouTube que le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Et je vous dis à la prochaine!